Donc on se retrouve ici ce soir dans le cadre des conférences de l'ENSA. Chaque mois, on propose des événements. Ce mois-ci, on vous a proposé une rencontre avec Alexis Pinturo parce que dans le centre de documentation de l'ENSA, on a reçu son nouveau livre qui est sorti l'automne dernier, que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié parce que... Donc, je vous ferai un petit point sur la carrière d'Alexis. Il y en a sûrement nombreux d'entre vous qui la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, en tout cas, dans ce livre, il retrace justement de ses débuts jusqu'au gros globe de cristal. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, Alexis, c'est qu'on se dit, ouais, peut-être 31 ans pour écrire un livre sur sa carrière, c'est jeune. Et en fait, contrairement à d'autres livres biographiques que j'ai pu lire, on a vraiment l'impression d'être dans les coulisses de la Coupe du Monde, de comprendre un peu ce qui se passe derrière, les calculs, les points. Enfin, ça donne une temporalité. On est dedans, on skie, on s'entraîne avec Alexis et il est encore dans le circuit. Donc, ça donne vraiment une dynamique particulière. Voilà, je tenais à te le dire. C'est empreint d'humilité et puis de lucidité. Hein. Tu mâches pas tes mots quand tu dis j'ai été mauvais, j'ai été très bon. Enfin, voilà, c'est assez simple et on va droit au but. Donc, j'ai beaucoup aimé ton livre. Je te remercie de nous le présenter ce soir. Et pour ceux qui le veulent, et profitez-en, vous pourrez vous le faire dédicacer. Il y a la librairie Landru qui est là et il est en vente ici. La carrière d'Alexis, on pourrait faire 1 heure dessus. Je vais faire court. Donc, ce qui est assez impressionnant, c'est les différentes disciplines que tu pratiques. Pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe du Monde, il y a 4 disciplines majeures, le slalom, la descente, le géant, le super G. Et on va dire le Graal suprême à avoir en Coupe du Monde, c'est le gros globe de cristal, c'est-à-dire le meilleur skieur qui a marqué des points dans ces catégories qui sont les principales. Il y a eu le combiné et le parallèle aussi, mais le combiné, ça a été abandonné. 77 podiums en Coupe du Monde, je vous assomme un peu avec les chiffres. 34 victoires, 6 globes de cristal, dont le gros, 3 médailles olympiques et 8 médailles en championnat du monde. Je vais attaquer tout de suite. Ouais, on peut l'applaudir, c'est vrai. C'est impressionnant. Merci. Et voilà, et je le remercie aussi d'être venu vraiment sur son temps qui est très précieux à l'ENSA, et je vois nombreux de jeunes qui passeront par l'école. On a eu aussi ton préparateur mental dans le DE entraînement, et voilà, pour tout ce qui est les diplômes liés au ski, forcément, ça faisait sens d'écouter Alexis sur quelques questions. Ma première question, Alexis, c'était sur le rôle de l'entourage. Dans ton livre, tu en parles. Tes parents ne t'ont n'ont jamais projeté quelque chose sur toi de trop pesant, peut-être petit, puisqu'ils voyaient le ski plutôt comme un loisir avec leur hôtel à Courchevel, au bord des pistes. Ils se sont jamais dit mon fils fera champion, contrairement peut-être à d'autres familles où le père était aussi coach ou avait un pied dans le sport. On pense au Sir William, au Kostelic dans le ski. Quel est pour toi le bon rôle des parents dans l'éclosion, l'accompagnement d'un jeune athlète, on va dire des premières années du ski club au haut niveau? Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que en fait, les parents sont hyper importants, dans le sens où c'est les parents qui donnent la première éducation, une éducation qui perdure aussi dans le temps et au fil des années. Et après, cette éducation, elle est agrémentée par des personnes extérieures. Exemple, le sport, donc les clubs, ou tout simplement l'instruction avec l'école. Et ça fait que... c'est les parents qui donnent certaines valeurs, c'est les parents qui incitent les enfants dans un premier temps et qui les poussent d'une certaine manière, soit directement, soit indirectement, dans une certaine voie. Donc oui, les parents sont hyper importants. C'est eux aussi qui peuvent être moteurs dans une carrière. On vient de le dire, hein, ils peuvent devenir des entraîneurs, ils peuvent devenir des personnages extrêmement importants pour un athlète. Après, je dirais que c'est plutôt comment ça se fait, comment la coquille et l'évolution de ce noyau se fait. Et au bout d'un moment, il n'est pas indispensable d'avoir les parents qui sont autour. Par contre, les parents, bien entendu, ils sont toujours là pour former, pour accompagner et pour essayer de guider l'enfant le plus haut possible.
et surtout dans ce qu'il a envie de faire et vers quoi il a envie d'aller. Donc pour ma part, bien entendu, oui, on a parlé du fait qu'on est des hôteliers dans la famille. Mes grands-parents ont construit un hôtel à Courchevel, mon père s'en est occupé, aujourd'hui c'est ma sœur qui s'en occupe. Pour autant, j'ai attaqué le sport m'a toujours plu et je me suis toujours vu dans le sport. Je ne me voyais pas forcément en tant que skieur quand j'étais jeune, mais je me suis toujours vu comme quelqu'un qui allait devenir un sportif. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'en savais pas grand-chose à ce moment-là, mais je me disais que je deviendrais un sportif. Est-ce qu'il aurait été performant? Ça, j'en savais rien, mais je me voyais vraiment évoluer dans ce milieu-là. Un accompagnement, du coup. Dans ce cocon familial plutôt confortable, on a un peu l'impression d'une enfance dorée quand même. À un moment donné, on sait la somme d'entraînement que ça demande pour performer dans autant de disciplines différentes. Il faut accepter de se rentrer dans le dur. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on quitte quelque chose d'assez confortable pour aller un peu dans la souffrance et dans le dur? Là encore, je dirais, ça commence très jeune en fait, et je dirais qu'il y a une grosse partie d'éducation. Peut-être que oui, on peut dire qu'en étant fils d'hôtelier, pour remettre dans le contexte, c'est quand même un hôtel 5 étoiles à Courchevel, on connaît les sorts de Courchevel, c'est un peu comme les sorts de Chamonix, c'est des stations de ski qui sont mondialement réputées. Et donc du coup, oui, on peut se dire que venant de ce milieu-là, c'est pas forcément... Enfin, ça peut paraître simple, ou en tout cas, l'enfant peut ne pas arriver à aller suffisamment loin ou vouloir se faire suffisamment mal. Mais là où les choses sont finalement très différentes, c'est lié à l'éducation que j'ai pu avoir. On m'a toujours formé en m'expliquant, enfin formé, éduqué, en m'expliquant qu'on n'avait rien sans rien. C'est pas parce qu'on a des choses qu'on ne les détruit pas. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un hôtel dans la famille que les générations futures ou mes enfants ou les enfants de ma sœur ou moi-même ou ma sœur ne va pas le détruire. Donc en gros, c'est pas parce qu'on a des acquis qu'on ne les perd pas, c'est pas parce qu'on a des acquis qu'on ne les détruit pas. Et au contraire, si on veut aller plus haut, c'est à nous d'aller le chercher. Si on veut progresser, c'est à nous d'aller le chercher. Et si on veut s'élever, c'est à nous de le faire. Donc du coup, ça on me l'a toujours appris. Et ces valeurs-là, elles ont toujours été prédominantes dans ma vie, dans le sens où si je veux devenir meilleur, je dois m'entraîner. Si je veux progresser, je dois faire des sacrifices et je dois faire des choix. Et quand je faisais du sport avec mon père, parce que j'en ai toujours fait énormément, ça a toujours été d'ailleurs des super moments et des super souvenirs que je peux avoir avec lui. Ça a toujours été dans le but de me pousser, de me pousser dans mes retranchements. Moi, j'ai surtout des souvenirs de défaites que j'ai contre lui, des défaites où je rentrais dans des colères noires parce que je voulais à tout prix le battre et mon objectif, c'était de le battre. J'ai jamais réussi, en tout cas pas avant presque mes 14 ou 13, 14 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et pour autant, c'était l'objectif, c'était cette motivation de toujours me dépasser, me surpasser. Et avec le temps, j'ai grandi là-dedans. Et le goût de l'effort est devenu différent. Dans le sens où ça n'a plus été pour moi un effort, ça a été quelque chose que j'acceptais, quelque chose que finalement, la souffrance, quelque chose que j'aimais. Voilà, donc on va dire que ce qui peut paraître comme des sacrifices ou... des choses qui peuvent être difficiles à un moment donné ou peut-être pour le commun des mortels, en fait, avec le temps, à force d'entraînement et de perception, on arrive à changer cette perception et le voir complètement différemment. Tu as été, on va dire, bon assez jeune. En France, en tout cas, quand tu étais à ces âges-là dont tu parles, tu as pu suivre une filière classique pour accéder plus tard à la Coupe du Monde. Est-ce que selon toi, si un jeune, on sait qu'il y a des développements de masse musculaire qui peuvent être différentes à ces âges-là, est-ce qu'il existe d'autres filières que cette filière classique que tu as empruntée pour arriver au haut niveau? Oui, moi j'ai été vraiment dans un cursus un peu classique, rentré au club à 6 ans, stage compète avec le SF un peu avant, ensuite le comité, donc j'ai suivi bien sûr toutes les étapes dans le club, après le comité aux alentours des 15 ans, 16 ans, arrivé au lycée d'Albertville, et puis ensuite la fédération. Mais j'ai un très bon exemple d'ailleurs qui est à la Fédération française de ski qui s'appelle Thibaut Favreau. Thibaut, lui, à l'origine, il vient de Strasbourg. Il a skié dans les collines alsaciennes, comment ça s'appelle, le Champ de Fleurs, je crois.
Le champ de feu, oula, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Le champ de feu, et vous faites bien de me corriger. Le champ de feu, exactement. Et donc du coup, donc au champ de feu, il a skié là-bas, mais c'est une colline. Hein. Il y a quand même très peu de remontées mécaniques. Et en plus de ça, il n'y a pas les infrastructures qu'on peut avoir chez nous. Quand je dis infrastructure, c'est il n'y a pas les mêmes clubs qu'on peut avoir chez nous. Le ski est plus un loisir que réellement un sport assidu. Et pour autant, il y est arrivé aujourd'hui. Il fait partie des 15 meilleurs mondiaux en géant. Il est parmi les meilleurs athlètes de l'équipe de France. Donc oui, on peut y arriver, même si on fait partie d'un cursus un peu différent que ceux qu'on peut connaître quand on est issu de la montagne. Et il y a eu un moment, on va dire, assez marquant dans ta carrière, crucial, un peu de changement. C'est l'épisode de Saint-Moritz en 2017, au championnat du monde, où en gros, j'ai compris en lisant ton livre que donc c'était tes entraînements étaient beaucoup liés à la fédération. Là, notamment à ce moment-là, il y avait énormément de logistique complexe, fatigante pour toi. Tu t'avais perdu un peu tu subissais un peu tout ce qui était lié peut-être à ces entraînements-là, perdu le fil, perdu le plaisir, qui est toujours un élément central dans ton ski. Et là, si j'essaye de résumer, on sent un changement dans la mentalité, de se dire comment je vais être entraînée, presque un changement hiérarchique, un changement de pouvoir, où c'était beaucoup de la fédération vers toi, et là tu redeviens un peu maître à bord en disant non, je vais organiser mon équipe, je vais organiser mon temps comme je le veux, en reprenant un peu le pouvoir et le contrôle. Et c'est là que tu vas aller faire ton camp de base en Autriche. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et comment ça s'est construit pour toi ? Pour comprendre comment ça s'est construit, il faut revenir à pourquoi ces choix et pourquoi cette volonté-là. J'ai été confronté en fait à beaucoup de problématiques. Je m'entraînais avec des athlètes qui étaient au sein de la fédération, bien entendu, et ces athlètes-là, ils étaient pour la majorité monodisciplinaires, donc ils faisaient qu'une seule discipline. Moi, en faisant plusieurs, je me retrouvais dans des situations où je devais aller sur des sites de compétition. Ensuite, je devais revenir avec les athlètes qui faisaient qu'une seule discipline pour s'entraîner dans cette discipline en question, pour ensuite aller sur une autre épreuve, revenir avec le groupe, et derrière peut-être faire que la 3e Coupe du Monde, alors que moi j'en avais fait 2 auparavant, la 3e la faire avec ceux qui sont justement dans cette discipline. Résultat des courses, ça a amené beaucoup de complexité dans mon organisation, beaucoup de complexité dans mes déplacements, et une certaine lourdeur. En plus de ça, et avec les résultats que j'avais, il y avait quand même beaucoup de contraintes, que ce soit médiatiques, mais aussi avec mes partenaires. Résultat des courses, au bout d'un moment, ça ne devenait plus viable. On n'arrivait plus du tout à organiser un entraînement qui était performant pour moi. Et il a fallu du coup trouver des solutions, trouver une nouvelle orientation. Et avec la fédération, c'est comme ça qu'on en est venu à cette décision de revenir sur quelque chose qui était un peu plus individualisé, avec une structure, bien qu'elle appartienne à la Fédération française de ski, une structure qui soit un peu plus autonome et qui soit plus individualisée et autour de mes besoins pour performer, et surtout au vu de mon calendrier que je peux avoir et par rapport aux différentes disciplines que je fais. Et maintenant, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est vraiment cette décision assez courageuse finalement, parce que derrière, il fallait assurer financièrement et j'imagine que ça n'a pas été facile. C'est vraiment cette réorganisation de ton entraînement qui t'a permis d'aller décrocher le gros globe de cristal ? En tout cas, c'est... Quand on regarde d'ailleurs un peu dans ma carrière, quand on a mis ça en place, oui, il y a quand même eu une évolution qui a été très différente. J'ai été tout de suite à même de me battre pour le gros globe de cristal. 3 ans après, je le remporte. Je suis devenu entre-temps champion du monde. Je le suis redevenu après. Donc ça montre que oui, clairement, ça m'a permis de hausser mon niveau, de le mettre à un certain niveau suffisant pour en tout cas me battre avec les tout meilleurs de manière régulière, et ce qui m'a du coup ouvert les portes de ces résultats-là. Gagner une Coupe du Monde, c'est une chose, les gagner de manière répétitive, c'en est toute une autre, et surtout être bon sur une saison entière, c'est un défi qui est complètement différent, donc du coup il faut vraiment être armé pour pouvoir y arriver.
C'était le bon choix alors. Du coup, on a quand même pas mal de coachs de ski club ici et même de professeurs de ski à l'ENSA puisqu'ils sont ici en ce moment à l'école. Toi, personnellement, s'il y a quelques qualités prioritaires que tu recherches chez un coach, ce sont lesquelles ? Une relation de confiance. De manière générale, parce que c'est vrai qu'en fait, quand il y a une confiance derrière, on croit en ce que nous dit notre entraîneur, et quand on y croit, même si des fois il peut y avoir des erreurs, il y a quand même, quoi qu'il en soit, un gros effet placebo. C'est-à-dire que quand on croit en notre entraîneur et que notre entraîneur, il nous donne des consignes, il nous dit des choses, il nous motive, il peut nous donner des ailes aussi. Donc du coup, il y a une relation de confiance qui est quand même très importante avec l'entraîneur, et cette confiance, bien entendu, elle se construit. Elle se construit comment ? Tout simplement aussi en faisant certaines preuves. Et quand on montre l'exemple, au bout d'un moment, les enfants, ils suivent cet exemple-là, où ils ont envie de le suivre, et en le suivant, derrière, ils construisent cette confiance avec l'entraîneur lui-même, et derrière, ça peut permettre de vivre des belles choses. Ouais. Et pour toi, c'est important aussi d'avoir, parce que là, tu as parlé de la confiance de l'entraîneur vers l'athlète. Est-ce que toi, c'est important de penser que ton entraîneur, c'est le meilleur du monde, quelque part aussi ? Pas le meilleur du monde, je pense pas que ce soit ça le défi, mais c'est vice-versa. C'est-à-dire que bien entendu, l'entraîneur doit croire en son athlète, mais l'athlète doit aussi croire en son entraîneur. Donc du coup, peu importe, on sait que les entraîneurs sont pas forcément les meilleurs du monde. Il peut même y en avoir plusieurs qui sont très différents et qui sont tous excellents. Donc il y a plusieurs manières d'entraîner. Pour autant, il faut que l'athlète y croie. Et donc pour y croire, il faut vraiment construire cette relation avec l'athlète lui-même. Et c'est que quand cette alchimie fonctionne que derrière, oui, il peut y avoir des belles portes qui peuvent être franchies, des beaux paliers qui peuvent être franchis aussi pour l'athlète et l'entraîneur lui-même, bien entendu. Alors merci, ça me fait le lien avec la question d'après. Qu'est-ce que, dans le ski technique, purement technique, là on a parlé d'un aspect mental, t'a amené à des fois passer des caps où tu t'es dit là, ok, ça a fonctionné techniquement au niveau du ski technique, j'ai passé un cap. Ça c'est très difficile comme question, parce que les paliers techniques, finalement, on le voit par les résultats plus que par des choses techniques qu'on va maîtriser et qui nous permettent peut-être d'aller plus vite, mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Et en plus de ça, on grandit. C'est-à-dire que moi, là où j'ai eu quand même un déclic, où j'ai vu mes résultats qui s'amélioraient, ça s'est fait en 2 temps, mais le premier temps, ça a vraiment été à l'âge donc c'était en minime, donc maintenant c'est U14. Ouais, pardon, j'ai besoin de cette gymnastique, je commence à être vieux. donc du coup, donc à U14, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a les corps qui commencent à grandir, qui commencent à être plus puissants, mais en même temps, il y a aussi la technique qui commence à s'améliorer énormément. Et donc à ce moment-là, c'est un moment où moi, ma technique a commencé à être très performante. Par contre, le corps ne suivait pas. C'est-à-dire que j'étais un très petit gabarit. J'avais beaucoup de mal, bien entendu, dès que c'était des sections un peu plus plates. Je perdais énormément de temps. Mais par contre, sur tout ce qui était technique, je me débrouillais extrêmement bien. Et donc, c'est techniquement cette année-là où j'ai franchi certainement le meilleur des paliers, où je commençais à arriver à tailler presque toutes les courbes, quelles que soient les pentes, quels que soient les revêtements, et ce qui a commencé à faire la différence avec mes concurrents et vis-à-vis de moi-même surtout. Tu as vu au cours de ton parcours différentes façons de s'entraîner et au-delà des façons, différentes nationalités, notamment en Autriche ou tout ce qui est suisse-allemand, tu en parles, où c'est quand même une très bonne école du ski. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans la filière française que tu as découvert dans ces filières-là ? Il y a beaucoup de choses, mais en fait, il y a beaucoup de choses, mais pas forcément dans les clubs eux-mêmes. C'est-à-dire que les clubs, oui, ils peuvent toujours s'améliorer, ils peuvent toujours progresser, mais on a des très bons exemples en France, des clubs qui sont extrêmement performants, et on peut simplement prendre exemple sur eux et ça fonctionne. Par contre, là où il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées, c'est plus sur l'accompagnement que les stations elles-mêmes peuvent avoir avec les clubs,
avec les fédérations, avec les comités. Parce que c'est ces stations-là qui vont permettre d'améliorer les conditions d'entraînement que les athlètes, les enfants peuvent avoir, peuvent permettre de les accompagner de meilleure manière. Et si on les accompagne de meilleure manière, ça les fait progresser plus vite, ou alors ça les rend plus compétitifs vis-à-vis de leurs concurrents. Donc ça, c'est la grosse différence que moi je vois encore aujourd'hui, c'est que les stations ne font pas suffisamment pour les clubs, pour le sport de haut niveau, et ils ont plutôt tendance à penser justement au tourisme, hein, de manière générale, ce qui est une bonne chose certes, mais il ne faut pas oublier qu'on vit tous du sport et que le sport, quand il est mis en avant, ben, on arrive à voir de belles choses. On peut prendre pour exemple Red Bull, qui est l'un de mes partenaires. Pourquoi on connaît Red Bull? Pourquoi Red Bull a connu un tel essor? C'est surtout parce qu'ils ont pris des athlètes. Et c'est à partir du moment où ils ont pris des athlètes, donc le sport a une place importante dans leur marketing, dans leur communication, que derrière ça a eu un essor et un impact très important pour leur marque. Et nous, on a tendance un peu à oublier ça, à mettre le marketing de côté. La fédération aussi, hein, bien entendu, la fédération française met son marketing trop de côté. Et je pense que ça pourrait permettre d'augmenter et d'améliorer déjà le nombre de licenciés, mais aussi d'améliorer les performances des sportifs français. Et en même temps, quand les sportifs sont plus performants, on a une meilleure image, donc on a potentiellement aussi plus de gens qui viennent skier dans nos montagnes. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un chapitre de ton livre sur toute cette façon de médiatiser le ski, les moyens aussi qui sont mis de télétransmission avec les images des slaloms, c'est important pour le marketing du sport en lui-même, hein, c'est bien ça. Ouais, oui, exactement. Après, là, on rentre dans d'autres sujets, mais... Mais juste pour citer un exemple, nous, on a toujours tendance à préparer les pistes pour qu'elles deviennent extrêmement dures. C'est l'enfer de tout touriste, c'est l'enfer de tout skieur qui aime son plaisir du quotidien, et ce que je comprends parfaitement, mais c'est pour nous des conditions qui sont extrêmement importantes pour la performance, pour notre entraînement et au vu de préparer une compétition. Quand on va dans une station française, qu'on demande si on peut préparer et mettre éventuellement un peu d'eau ou alors laisser pas damer plusieurs jours pour arriver sur des conditions qui sont les plus dures possibles, les trois quarts du temps, la question de l'exploitant, ça va être et mes touristes, ils font comment? Ben, c'est pas la question là actuellement, dans le sens où le but c'est plutôt est-ce que on essaye d'accompagner les athlètes et accompagner la performance des athlètes, ou est-ce que dans ce cas on peut pas les accompagner parce qu'on privilégie le tourisme. Donc et à l'étranger, quand on demande ce genre de choses, généralement c'est combien de pistes vous avez besoin, à quel moment on vient damer, à quel moment est-ce qu'il faut arroser, à quel moment on arrête de damer, alors qu'en France ça va plutôt être où est-ce qu'ils skient mes touristes et comment mes touristes vont skier si on bloque une piste, ou à quel moment ils vont pouvoir skier sur cette piste en question. Et quand on leur répond, généralement, si la piste, c'est mieux de la fermer pour des questions de sécurité, parce que même si elle rouvre derrière, elle peut être glacée et donc dangereuse. Là, généralement, la réponse, du coup, en France, va être finalement non. Non, on ne vous accompagne pas, du coup. Donc, c'est un petit exemple, mais qui en dit long sur à quel point les gens sont prêts à aller loin, même pour des étrangers, en Autriche notamment, et en France, où là-dessus on a encore beaucoup de problèmes, notamment vis-à-vis des exploitants des remontées mécaniques. Ouais. Donc, tu parlais de cet aspect neige. Le ski, en l'occurrence, on s'entraîne sur de la neige. Il y a des longues périodes hors entraînement neige. Est-ce qu'il y a d'autres activités été-automne qui t'aident pour le ski? Et la deuxième question, c'est quel est le sport qui t'a fait le plus progresser pour le ski? Parce que tu en pratiques beaucoup d'autres. J'en ai pratiqué beaucoup d'autres, maintenant moins, mais c'est vrai que j'ai toujours été un enfant qui a beaucoup aimé pratiquer différents sports, changer, toucher un peu à différentes choses, toucher un peu à tout. Et avec le temps, bien sûr, le ski est resté, le foot aussi est resté très très longtemps. Et ensuite, j'ai choisi le ski. Mais avant ça, j'avais pratiqué donc du tennis, j'avais fait du wakeboard, j'avais fait des différents sports de combat, de la boxe thaïlandaise à de la boxe anglaise, à du taekwondo. J'avais fait aussi donc du foot, du tennis, mais du foot, du ski, mais aussi de l'escrime. Voilà, pour dire à quel point j'ai touché un peu à tout et n'importe quoi.
Et c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, d'augmenter ou d'améliorer un peu ma palette de compétences du jeune sportif que je pouvais être à ce moment-là, en essayant vraiment différentes choses. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir, parce que à l'image un peu de ma carrière, où j'ai voulu faire toujours plusieurs disciplines, quand j'étais petit déjà, j'avais besoin de faire différents sports pour m'épanouir. Et je pense que ça sert aussi à l'éducation. Le sport est pour moi l'une des plus belles écoles de la vie. Aujourd'hui, le sport nous remet souvent à notre place, nous permet de rester relativement humble, de savoir où est-ce qu'on veut aller, de savoir aussi où on en est, et en même temps de progresser, d'apprendre une certaine discipline, de gagner en confiance en soi énormément, et où justement dans une société où on a tendance à être de plus en plus sur les réseaux sociaux, où de plus en plus on a des difficultés à échanger avec notre prochain, là justement le sport permet de remettre tout ça un peu au cœur de ces problématiques, et je trouve que aujourd'hui c'est plus vrai que jamais. Et du coup, là, tu as parlé de l'enfance et de l'adolescence, mais aujourd'hui, tout est centré uniquement ski, 100% ski, ou tu pratiques aussi d'autres sports on avait fait une conférence sur le haut niveau avec un coureur du cycliste, voilà, qui faisait que du cyclisme et qui disait, mais il faut sortir de ce modèle-là parce qu'on en sort petit à petit un peu dans le cyclisme parce que je marche moins vite que ma compagne en ville. Est-ce que, du coup, toi, non, ce modèle tout ski fonctionne, ou tu cherches d'autres sports justement pour varier un peu tes compétences actuellement là dans ta carrière là? Alors dans mon entraînement pur et dur et du quotidien, on va dire qu'il y a vraiment toujours les grosses bases, et là ou en tout cas une grosse partie est centrée pour la performance et pour aller ou calquer en tout cas sur la préparation du ski. Mais par contre à côté, moi j'aime toujours pratiquer du golf, j'aime toujours pratiquer du tennis. On arrive à inclure même un peu de préparation, enfin dans ma préparation un peu de tennis. Non, ça c'est des choses que j'essaye de faire. Je fais de la moto enduro aussi, maintenant beaucoup moins, de moins en moins d'ailleurs. Mais par contre, tennis et notamment golf, c'est des sports que j'aime garder. Squash aussi, voilà, c'est des sports que j'aime garder. C'est des sports qu'on arrive à pratiquer et que j'arrive encore à pratiquer aujourd'hui. Récemment, on a vu, il y a eu d'ailleurs une polémique à Cervinia. On peut avec le réchauffement climatique, des évolutions de ces thématiques-là, le grand public tombe parfois dans du ski bashing, du mountain bashing. Je voulais une première question sur cette polémique à Cervinia, où je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ces images d'une pelleteuse qui creuse le glacier pour une piste de Coupe du Monde. Déjà, je sais que tu t'es exprimé sur la question. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette évolution un peu de l'image? Alors l'évolution de l'image, en fait, je pense qu'on est tous les premiers concernés. Enfin, quand je dis tous, c'est vraiment les habitants de la montagne, ceux qui vivent à la montagne et qui habitent même dans les vallées de la montagne, sont vraiment on est les premiers concernés par rapport au réchauffement climatique. Pourquoi les premiers? Tout simplement parce qu'on a des glaciers autour de chez nous, ou à côté de chez nous, et on voit clairement que les glaciers reculent. On est à Chamonix, c'est le meilleur exemple là-dedans. On a d'autres glaciers en France certains ont déjà disparu ou sont en train de disparaître. Donc du coup, on est les premiers à le voir au quotidien. Et en même temps, je pense que d'une certaine manière, je n'arrive pas encore bien à comprendre pourquoi, mais du coup, on est les premiers aussi à être pointés du doigt. C'est-à-dire que quand je me déplace à Paris et que quand je parle avec des médias, généralement, on a comme l'impression que c'est nous, pratiquants montagnards ou habitants à la montagne, c'est nous qui détériorons la montagne. Sauf que, bon, j'essaye bien d'expliquer que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais pour autant, je pense qu'on est aussi les premiers qui peuvent montrer l'exemple. Dans le sens où quand on commence à actionner la machine et que la machine commence à être lancée et qu'on montre que les choses elles peuvent fonctionner et qu'on est le premier à prendre certains problèmes à bras le corps, et on le fait déjà, et que je pense que demain on ira certainement encore plus loin, et je pense qu'on sera le premier moteur pour montrer qu'à la montagne, on fait des évolutions et que ces évolutions vont justement dans le bon sens. Un exemple tout bête, la Rosière, aujourd'hui, on produit de l'énergie grâce au canon à neige.
À l'époque, aujourd'hui, on a quand même encore tendance à croire que les canons à neige prennent énormément d'énergie, c'est une réalité. Mais si on prend l'exemple de la rosière et qu'on commence à le généraliser, on produira de l'énergie grâce aux canons à neige. Donc c'est preuve que les choses évoluent, que nous, on doit faire ces évolutions et qu'on doit amener un bon exemple vis-à-vis de tout ça. Et c'est quand on arrivera à faire ça que certainement on sera pris pour exemple. Et bien entendu, il y a un défi, et il y a des défis où même, et je pense qu'on est nombreux à encore ne pas avoir les réponses à ces problématiques-là, mais pour autant, on se pose les questions et on essaye d'y réfléchir. Donc je trouve que ça, c'est une très bonne chose pour la montagne. Après, maintenant, il faut maintenant que les autres commencent à comprendre, que les autres commencent aussi à voir que finalement, critiquer, c'est une chose, mais par contre, rentrer dans l'action, c'en est une autre. Nous, on est maintenant dans l'action. Par contre, à d'autres endroits, ils sont très en retard. Donc du coup, quand on montrera justement la voie et que derrière les autres emboîteront le pas, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on sera on sera plus vraiment critiqué, mais au contraire pris pour exemple et voire pourquoi pas encensé. En tout cas, j'espère que la montagne sera l'exemple de demain par rapport à la transition énergétique qu'on a besoin d'actionner. Ouais. Et du coup, là, on est tombé dans nos territoires de vallée. Est-ce que cette évolution pour le sport à haut niveau, j'entends Coupe du Monde, JO, t'inquiète pour ton sport ou tu sens toujours un engouement du public tout aussi important qu'avant Est-ce que ça t'inquiète pour le haut niveau aussi, cette image, cette répercussion ? Ça ne m'inquiète pas pour mon sport. Par contre, il est clair qu'il va falloir qu'il évolue. Il va falloir qu'on voit que les saisons d'hiver, il y a un peu moins de neige en basse altitude. Par contre, les hivers, ils commencent aussi un peu plus tard, mais pour autant, ils finissent tout aussi tard, voire même plus tard que par le passé. Donc en termes d'enneigement, il y a un peu moins en bas. Enfin, sur les stations de basse altitude, mais de manière générale, il se maintient plutôt bien au fil des années et à travers des décennies sur les stations de plus haute altitude. Donc peut-être qu'il faudra changer un peu ça, il faudra changer le calendrier pour peut-être attaquer plus tard, finir aussi plus tard. Il faudra peut-être remanier le calendrier pour pourquoi pas avoir des compétitions qui sont uniquement les hivers. Donc quand je dis les hivers, c'est arrêter d'aller sur les glaciers et ce qui est uniquement en hiver. Donc en hiver, dans l'hémisphère sud et en hiver en hémisphère nord. Ça peut être aussi une idée. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut aussi trouver une certaine forme de cohérence dans notre calendrier. Aujourd'hui, on a tendance à faire des allers-retours à droite, à gauche, alors qu'on pourrait les limiter. On pourrait faire des déplacements qui ont plus de sens au sein même du calendrier, alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de pistes qui sont améliorées. Après, il y a aussi, on peut aussi même aller encore plus loin et de se dire, sauf que les déplacements sont mauvais pour l'écologie. Et là, dans ce cas, on pourrait dire, dans ce cas, il faut limiter nos déplacements à l'Europe et faire uniquement des compétitions et des Coupes du Monde en Europe. Mais le débat va beaucoup plus loin en se posant la question de est-ce que du coup, si on fait ça, on ne détruit pas notre propre sport dans les autres pays ? Donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Japon, dans certains autres pays d'Asie, étant donné qu'on recentralise tout et essentiellement les choses sur l'Europe. Donc voilà, le débat est extrêmement vaste, donc je ne pense pas qu'on pourra arriver au bout des choses là ce soir, mais ça montre que, quoi qu'il en soit, on peut déjà faire des choses qui auront un impact aujourd'hui. Après ton gros globe de cristal, tu as ressenti une certaine forme de plénitude. Comment on se remobilise après la victoire ? En trouvant des nouveaux objectifs, des nouvelles formes d'inspiration. L'année d'après, donc mon gros globe, ça a été extrêmement compliqué. J'ai repris, en fait, pour synthétiser, j'ai repris l'entraînement beaucoup trop tôt. Je pensais que à ce moment-là, j'étais encore certainement un peu sous le coup de l'euphorie, en me disant que ça m'avait coûté de l'énergie, certes, mais que partir en vacances, comme j'avais pour coutume de le faire, un mois après la saison, ce serait suffisant, que reprendre l'entraînement comme d'habitude début mai, ce serait suffisant pour en vue de l'hiver d'après et que j'aurais eu le temps de récupérer. En fin de compte, pas du tout. J'ai sous-estimé ce temps de récupération dont j'avais besoin. J'ai sous-estimé l'énergie que ça m'avait coûté.
Et derrière, quand j'ai rattaqué la saison, ça a été uniquement donc, à Zolden, hein, la première compète de l'hiver, où là, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt psychologiquement. Quand je dis prêt psychologiquement, c'est que j'avais pas le même tonus musculaire, j'avais pas la même réaction musculaire. Je me sentais plus lent sur les skis, je me sentais plus lent dans mes exécutions de mouvements. Et résultat des courses, je sentais que j'allais forcément être plus lent. Et donc ça s'est traduit ensuite par les résultats. La saison a été beaucoup plus compliquée. Certes, j'ai réussi à aller chercher quelques podiums, mais plus par expérience que par vraiment un athlète qui était prêt au combat et prêt à être performant sur une saison. Donc du coup, j'ai traversé les Jeux Olympiques parce que c'était l'année olympique et c'est ce qui m'a aussi contraint d'une certaine manière à ne pas prendre de repos parce que je voulais arriver aux Jeux Olympiques en étant prêt. Je me disais, les Jeux Olympiques, je ne peux pas prendre un mois de repos avant, et sinon je vais pas pouvoir arriver en pleine bourre pendant les Jeux Olympiques. Il faut savoir que nous, dans notre sport, on a des dossards. Les dossards c'est un système très compliqué, mais nos dossards sont liés à nos résultats qu'on a pendant la saison. Si notre saison est mauvaise, on perd des dossards, et si du coup on s'absente, on perd des dossards extrêmement rapidement et on s'élance de plus en plus loin extrêmement rapidement. Donc du coup, je m'étais aussi posé la question, est-ce que ça vaut pas le coup que je parte 2-3 semaines en vacances, je prends pas le départ des Coupes du Monde et je reviens pour les Jeux, et du coup, j'arrive frais, mais par contre avec des dossards qui seraient beaucoup moins bons. Bon, finalement, j'ai pas pris ce choix-là. Et est-ce que c'était un mauvais choix ou un bon choix? On le saura jamais. Quoi qu'il en soit, j'ai pas réussi à faire les résultats que je voulais aux Jeux Olympiques. J'ai pas réussi à aller chercher de médailles. Et résultat des courses, bon j'ai traversé la saison tant bien que mal. Et c'est après cette saison-là où je suis parti du coup longtemps en vacances. J'ai pris vraiment du temps. J'ai pris aussi du temps à me poser les bonnes questions, savoir vraiment ce que je voulais, ce que je voulais faire aussi pour la fin de ma carrière. Il y avait notamment les championnats du monde à Courchevel, donc dans ma station l'année dernière. Et je me posais la question de savoir si j'avais encore envie d'y aller à ces championnats du monde-là. Résultat des courses, j'ai répondu à un bon nombre de mes questions et il était clair du coup que j'avais besoin de repos, que je me suis reposé et quand je suis reparti, j'avais en tête ces championnats du monde à Courchevel en France et de pouvoir performer sur ces championnats du monde en France. Il y a un élément aussi où on sent que c'est une source de motivation et de challenge. C'est les concurrents, les autres skieurs avec toi, notamment Hirscher. Tu dis que ça te fait presque de la peine quand il arrête sa carrière. Mufa Jandé ou plus récemment Christophersen et Odermatt. Est-ce que d'avoir un adversaire à la hauteur, c'est quelque chose pour toi qui est important? Et quels sont tes adversaires à la hauteur actuellement, qui te motive? Moi, j'aime bien le dicton qui dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, du coup, j'ai toujours été un peu élevé avec cette perspective-là, et donc j'ai toujours aimé la rivalité, le fait de toujours aller plus loin, repousser des limites, trouver des manières de progresser pour battre les concurrents. On a la chance, quand on fait du sport de très haut niveau, d'avoir normalement une panoplie de ce genre de concurrents. Donc ça, c'est je dirais, ce qui me permet de me sentir toujours dans des nouveaux retranchements, de trouver des nouveaux concurrents, de devoir toujours progresser. Et là, bien entendu, dans les nouveaux qu'on peut avoir, il y a un Marco Odermatt, il y avait encore pas longtemps un jeune comme Lucas Bratton qui devait arriver, qui a priori a décidé d'arrêter sa carrière. Henrik Christophersen, enfin voilà, il y a des très bons noms, quoi qu'il en soit, qui restent. Il y a des nouveaux jeunes qui vont arriver. Et c'est aussi le cycle du sport. Faut pas se leurrer, moi dans pas longtemps je vais partir, quelqu'un me remplacera, etc. etc. Justement, on a mis le terme de rencontre pour avoir le temps de prendre vos questions. Donc, préparez vos questions, c'est ma dernière question. Quels sont tes objectifs à court terme, on va dire, dans les 2 saisons qui arrivent? Parce que je crois qu'il y a eu pas mal de changements récemment de ton côté. Oui, beaucoup, beaucoup de changements.
j'ai décidé d'arrêter, pour ceux qui ne le savent pas, le slalom pour me mettre à la descente. Du coup, c'était forcément un nouvel entraînement physique qui est du coup un peu plus axé sur de la force. Garder de l'explosivité, oui, mais pas être aussi explosif que je devais l'être en faisant du slalom. Garder la perspective ou l'idée en tête de rester performant en géant et en super G. Donc prendre de la masse musculaire, mais pas en prendre trop. Pour donner un ordre d'idée, un descendeur, c'est 95 kg de moyenne quand même. Donc c'est des bons bébés, hein. Moi, j'en suis encore loin. Je faisais 83, 84 kg l'année dernière. J'ai réussi à prendre quelques kilos, mais je dépasse même pas les 90 kg. Donc voilà, c'est quand même pour montrer à quel point les gabarits sont très différents en fonction des disciplines. Et ce qui fait que moi, c'est pas du tout l'objectif d'aller à 95 kg. Je veux garder justement une explosivité. Je veux rester performant donc pour le géant. Mais en même temps, il fallait changer un bon nombre de choses et prendre du temps, bien entendu, pour la descente. Donc ça, c'est l'objectif pour la fin de ma carrière, essayer d'aller gagner une descente. C'est la seule discipline où j'ai encore jamais gagné jusqu'à maintenant. Donc je trouve que l'objectif est plutôt sympa. Je pense avoir réussi un bon nombre de choses jusqu'à maintenant. Les championnats du monde de Courchevel, Méribel étaient pour moi un peu le point d'orgue, à me dire je veux rester sur le schéma que j'ai connu pendant de nombreuses années jusqu'à ces championnats du monde, être performant pendant ces mondiaux. Et si j'arrive à faire ça, derrière, peut-être que je pourrais m'ouvrir à ce nouveau défi. Et j'ai eu la chance de pouvoir finir ces championnats du monde avec des très beaux résultats, au-delà de mes espérances, et du coup de pouvoir tourner cette page de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour ouvrir finalement un nouveau chapitre de ma carrière avec cette nouvelle perspective d'essayer d'aller chercher une descente. Beau challenge. Bravo, merci beaucoup. Le meilleur podium pour terminer votre carrière, ce serait quoi ? Le meilleur podium pour terminer ma carrière, pour ma carrière, j'espère pas la finir cette année quand même, mais je me laisse à peu près 3 ans. En gros, la perspective, c'est Milan-Cortina. Il y a les Jeux Olympiques à Milan-Cortina, et je trouve que c'est une belle perspective. Bien sûr, ça peut changer entre-temps, mais en principe, c'est l'idée que j'en ai, c'est au moins d'aller là-bas. Alors, on va rester plutôt pour de la descente, et je vais être un peu gourmand. Si je dois choisir et que j'ai le luxe de choisir, de gagner une descente, ce serait forcément gagner Kitzbühel. Ou alors, s'il y a la possibilité et l'opportunité, si elle se présente, et que l'éclipse de Courchevel revient au programme, ce serait aussi peut-être un bon choix, ou en tout cas que je trouverais être un bon choix. Mais là on rentre dans du luxe quand même, donc je vais surtout prendre ce qui vient en descente. Ça fait quoi de tomber dans une manche de Coupe du Monde ? Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. C'est sûr que c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on a envie, mais en même temps, c'est aussi quand on ose, quand on tente, quand on a envie d'aller pousser les limites et devenir de plus en plus performant. Il y a des fois, on dépasse la limite, et du coup, quand on la dépasse, on peut être amené à sortir. Pour autant, faut en prendre le bon côté. Je trouve que j'ai souvent plus appris dans ma vie ou dans ma carrière quand j'ai eu des contre-performances ou des mauvais moments, des mauvaises passes, qu'au contraire quand j'étais peut-être sur le sommet de la vague. Ouais. Ça fait quoi de faire premier pendant une grosse course ? Je dirais que ça permet de concrétiser un bon nombre de choses. Tout ce pourquoi on s'est entraîné, ça permet aussi de concrétiser tout le travail qui a été réalisé avec les entraîneurs, ça permet aussi de remercier en même temps tout un système, que ce soit les entraîneurs, la fédération, que ce soit mes techniciens aussi qui travaillent sur mes skis. Donc l'athlète lui-même bien entendu, mais il y a beaucoup de choses. C'est pour finaliser et dire un seul mot, c'est une forme de consécration. Quand vous avez été très bon avant et une année beaucoup moins bon, comment vous avez fait pour vous remotiver ? Déjà, il faut
il faut déjà comprendre pourquoi. La première phase de la rémission, c'est la compréhension. Donc comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'on était plus motivé? Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'on était blessé? Est-ce que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu d'autres problèmes? Il faut déjà comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et une fois qu'on l'a compris, déjà on est déjà en train de se remettre sur les bons rails. Et quand on commence à se remettre sur les bons rails, derrière il faut reconstruire. Donc pour reconstruire, on met les choses en place pour ne pas reproduire la même erreur, on met les choses en place pour aller chercher les nouvelles motivations, les nouveaux objectifs. Et ces objectifs, justement, nous permettent de nous remotiver, de nous remobiliser. Et c'est pour ça qu'il faut être juste et profond avec soi-même pour se fixer les bons objectifs de ceux qu'on a envie. Pas ceux qu'on aimerait, pas ceux dont on rêverait, mais ceux dont on a envie et uniquement ceux dont on a envie. Bonjour Alexis, je ne sais plus qui a dit derrière chaque grand homme il y a une femme. Alors pour un sportif de haut niveau, une compagne ou un compagnon, est-ce que c'est quelque chose d'important? Alors oui, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a, et on le voit d'ailleurs, on voit dans un bon nombre, chez un bon nombre d'athlètes, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément été des très bonnes fréquentations et qui ont plus ou moins détruit un athlète. À l'inverse, il y a des personnes qui peuvent devenir extrêmement importantes et qui peuvent élever un athlète. Donc du coup, les personnes qui entourent un athlète sont extrêmement importantes, mais à l'image de toute personne qui entoure quelqu'un. Notre entourage est extrêmement important et c'est ce qui va nous définir, c'est ce qui va nous caractériser. Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui, j'espère, ou en tout cas je trouve, me permettent d'être le plus épanoui des hommes aujourd'hui. J'ai bien dit des hommes, pas l'athlète. Ça fait quoi de louper des courses, importantes ou non, à cause d'une blessure? Alors, je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que je fais partie des athlètes qui se sont presque jamais blessés, en tout cas pour perdre une saison en intégralité. J'ai déjà été blessé, j'ai déjà loupé quelques courses à cause d'une blessure, mais ça a été une course, 2 courses. Après, oui, la blessure, je la connais. Je me suis fracturé un bon nombre de choses et un bon nombre de fois. J'ai eu des ligaments déchirés, j'ai eu une commotion cérébrale, mais c'est jamais quelque chose qui m'a mis un frein. Ou au contraire, pour moi, la blessure est toujours arrivée à un moment ou pour une raison. Dans le sens où, quand je me suis blessé, les 3 quarts du temps, c'est parce que j'étais fatigué, c'est parce que les 3 quarts du temps, je me suis trop entraîné. Et à un moment, je suis arrivé à un point de rupture. Et le meilleur point de rupture que le corps peut nous donner, c'est la blessure. C'est le seul moment où on sait qu'on ne pourra plus rien faire et on est obligé d'aller au repos. Pour autant, il faut prendre le bon côté. C'est déjà se reconstruire, comprendre pourquoi on s'est blessé. Ça peut bien entendu arriver pour d'autres raisons, mais quand on comprend pourquoi on s'est blessé, c'est un peu ce que je disais, que ce soit les blessures psychologiques ou les blessures physiques, c'est le même fonctionnement, c'est le même schéma, comprendre pourquoi on s'est blessé, et après l'accepter. Parce que si on ne l'accepte pas, on ne le comprend pas, et si on ne le comprend pas, on ne se relève pas. Bonsoir. Vous dites que la confiance développe votre instinct. Votre instinct de performer, d'être parmi les 3 meilleurs. Non, un instinct. La question, c'est quoi? Quel est l'instinct? Qu'est-ce que je veux dire par l'instinct? Oui. Là, je vais revenir très primaire. C'est l'instinct primaire. C'est l'instinct animal. Moi, je trouve que dans le sport, l'instinct animal est extrêmement présent. Et c'est justement quand on met de côté la tête et qu'on arrive à être en phase avec son corps et en phase avec cet instinct primaire, qu'on arrive à être le plus performant. Donc comment y arriver? Ça demande à se connaître énormément, ça demande à être confronté à un bon nombre de situations, mais c'est l'instinct animal qui, moi, me permet d'être le plus performant et, comme tout athlète, de devenir le plus performant. Donc après,
c'est aussi dans ces moments-là où le plaisir est décuplé, parce que c'est là où l'adrénaline est la plus élevée, c'est là où on ressent le plus de choses, c'est là où on ressent aussi le plus d'émotions. Et donc du coup, l'instinct animal est pour moi le maître mot de la performance sportive. J'arrive pas toujours, je dirais pas à chaque manche, à être dans cet instinct et ce moment de flow, parce qu'il a un mot. En fait, moi, l'instinct animal, c'est le flow. Je crois que c'est Freud qui l'ont identifié il y a déjà très longtemps, et tout psychologue maintenant connaît à peu près cet instinct dont je parle. Et cet instant de flow, il vient avec le temps, il vient avec la pratique, et il vient avec la connaissance de soi surtout. Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur la préparation mentale. Vous devez faire de la préparation mentale. Et ça, moi, je me dis, ils ont tous un excellent niveau, mais ce qui fait la différence, je pense, c'est la confiance en soi et faire sa petite bulle, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça, sur votre préparation mentale? D'ailleurs, vous avez quelqu'un à votre service, entre guillemets, non? C'est ça? Alors la préparation mentale, elle est très différente d'un athlète à un autre. Il y a des athlètes qui, eux, aiment avoir quelqu'un qui travaille avec eux pendant toute leur carrière. Au contraire, il y a d'autres athlètes qui, eux, préfèrent travailler en pointillé avec ces personnes-là, avec ces entraîneurs-là. Et quand il y en a d'autres qui, au contraire, eux, ils sont très bien sans et ils veulent pas forcément avoir ce genre d'entraîneur pendant leur carrière. Donc ça, c'est très individuel. C'est très individualisé aussi. Et moi, si on prend mon exemple, j'ai travaillé en pointillé avec ces entraîneurs. J'ai jamais eu un entraîneur tout au long de ma carrière, un entraîneur mental tout au long de ma carrière. Donc quand je suis allé chercher des compétences, je me suis rapproché de ces entraîneurs en question. C'est parce que j'avais besoin de certaines choses, j'avais besoin d'améliorer certaines choses, il y avait des lacunes que je pouvais avoir et donc je voulais les estomper, les faire disparaître. Une fois que je les avais fait disparaître et que j'avais maîtrisé un certain nombre de choses, derrière c'est moi-même qui suis resté avec ce que j'avais appris et avec mes acquis. Donc après, encore une fois, il y a quand même une grosse partie de détermination, de formation, d'éducation. Et un mental, je dirais, qui se fait pas forcément pendant une carrière, mais il se fait très jeune, et par la formation qu'on nous inculque, donc par la formation et l'éducation que les parents nous inculquent, mais que les entraîneurs aussi inculquent. Et après, à 20 ans, finalement, c'est du peaufinement. C'est apprendre des expériences, c'est apprendre à qu'est-ce qu'on veut, à quel moment on est prêt à aller chercher ces choses-là et par quels moyens. Donc du coup, c'est du peaufinement. À partir de 20 ans, on n'est plus sur de la formation, on est vraiment dans de l'apprentissage et qui se vient avec l'expérience essentiellement. Oui, moi je suis très impressionné par les techniciens qui se mettent à la vitesse, notamment toi, Marco Schwartz et Cyprien Sarrazin. Et je voulais savoir si vous échangiez sur la vitesse du fait de passer du slalom vers la descente. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez peur au départ des descentes ? Alors oui, pour répondre à la dernière question, il y a certaines descentes où quand on est au départ, on fait quand même pas les fiers. Ouais. Je pense qu'il y a un moment, il faut quand même être honnête. Quand on est au départ de Kitzbühel, je pense qu'il y a personne qui fait vraiment le fier quand il est au départ et prêt à mettre les bâtons derrière le portillon. Pour autant, cette forme de peur, elle est quand même aussi extrêmement importante parce que c'est elle qui va nous permettre d'être concentrés. C'est elle qui va nous permettre de faire les bonnes choses, les bons choix au bon moment. Et sans ça, finalement, on serait très exposé à faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, je dirais que cette peur, comme le stress, la pression, ça va un peu ensemble et c'est un peu dans le même panier, sont des facteurs qui sont extrêmement importants et non dissociables de la performance. Donc du coup... oui, il y a des descentes où quand on est au départ, on ne fait pas les cakes. Et après, comment ça se passe de passer de disciplines techniques, notamment du slalom, qui est le plus extrême, à aller de tout doucement vers de la descente. Comment ça se passe ? J'ai envie de te répondre dans quelques années, parce que là, moi, j'attaque le processus.
il y a d'autres athlètes qui ont fait ce changement, qui l'ont fait, et avec le temps, on sait que dans ce sens-là, c'est possible. Par contre, à l'inverse, ça s'est jamais vu. Donc, il n'y a pas de descendeurs qui se sont mis à faire du slalom. Par contre, oui, il y a beaucoup de slalomeurs géantistes qui se sont mis progressivement à faire du super G puis de la descente pour rester essentiellement à de la descente. Donc ça, on sait que c'est possible, on sait que c'est envisageable. Mais ça passe par énormément d'entraînement et c'est pas garanti pour autant que ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Donc pour ça, il faut mettre un bon nombre de choses et d'ingrédients ensemble pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma préparation et je m'attends pas non plus à devenir vainqueur d'une Coupe du Monde dès la première année où je vais m'élancer dans cette discipline, mais que je construis sur ce projet sur les 2-3 années qui sont devant moi. Est-ce que vous envisagez d'aller chercher un dernier globe de cristal ? En tout cas, pas du général. Ça, c'est justement, j'ai fait le choix de partir sur la descente parce que en faisant ce choix-là, je savais sur quoi je m'orientais et du coup sur les choix que ça imposait. Après, de me battre pour un globe de géant, je dirais que oui, ça reste envisageable. Même un globe de super G, ça reste quelque chose qui pourrait m'intéresser. Allez, peut-être 2 petites dernières questions et après on passera au livre et aux dédicaces. Merci, bonsoir. Moi j'ai une question. C'est vrai que vous avez fait de très bons résultats très jeunes. Voilà, vous êtes arrivé en Coupe du Monde jeune. Et qu'est-ce que ça vous a fait du coup d'être avec des grands aussi jeunes ? Est-ce que vous avez un peu une sorte de plafond de verre ou au contraire vous avez vraiment refusé de vous limiter ? Vous vous êtes dit non, je peux être aussi bon qu'eux et ça a été un moteur ? Je pense que ça a été un moteur. Après, c'est sûr que dans les premières années, c'est forcément impressionnant. Il y a beaucoup de choses qu'on doit appréhender. On arrive dans un nouveau groupe où la moyenne d'âge du groupe, quand on prend mon exemple, quand j'arrive dans le groupe, il y a Jean-Jean, je ne vais pas dire les surnoms, il y a Grange, Liseroux, excusez-moi, j'ai un peu du mal, il y a les prénoms qui sortent en premier. Donc Grange, Liseroux, Richard, Cyprien Richard, Thomas Fanara, qui c'est qu'il y a d'autres ? Steve Missilier, Thomas Mermillot-Blondin. Donc c'était que des gars qui avaient tous ou presque 7 ans minimum de plus que moi. Donc du coup, à ce moment-là, oui, il faut déjà rentrer dans ce groupe. Il faut commencer un peu à trouver sa place. Après, moi, j'ai eu la chance de tomber dans un groupe où ils m'ont vraiment bien accueilli. Et où ils m'ont aidé, ils m'ont bien accueilli, ils ont fait en sorte que je me sente à l'aise. Je sais que par le passé, ça n'a pas forcément toujours été le cas, en fonction des groupes, en fonction des fédérations. Et au contraire, les anciens avaient plutôt tendance, des fois, à casser les plus jeunes. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, ils ont vraiment essayé de m'aider, ou essayé de me porter d'une certaine manière, et de me faire une place dans ce groupe qui était constitué déjà depuis de nombreuses années. Et ensuite, après, il faut faire sa place sur le circuit de la Coupe du Monde, mais je dirais que ça, c'est peut-être un peu plus simple, parce qu'une fois qu'on commence à avoir sa place au sein d'un groupe, qu'on est accepté au sein d'un groupe, derrière, on se sent finalement naturellement à sa place quand on est au sein même de la Coupe du Monde. Donc, c'est des choses qui sont plus faciles à appréhender derrière. Merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience. Je voulais revenir sur la création de ta petite structure justement d'entraînement pour aller chercher de la performance. Et en fait, une compétition de nos jours pour devenir vraiment athlète de haut niveau, c'est aussi une compétition financière. On le voit bien cette année avec l'équipe de France de ski ou de snowboard. Et ma question du coup, c'est est-ce que pour mieux accompagner l'athlète, on doit passer de nos jours par une fédération ou alors par une structure privée, notamment portée par les marques, comme en trail avec Red Bull, Adidas, Nike ? C'est une très très bonne question. En fait, la fédération, quoi qu'il en soit, elle doit rester formatrice. Donc c'est elle qui va accompagner les plus jeunes, c'est les clubs qui vont commencer, mais ensuite c'est la fédération qui doit donner des instructions, c'est la fédération qui aussi normalement doit aider à cette formation, donc financer quand même d'une certaine manière cette éducation avec le ministère des Sports, et derrière la fédération accompagner les jeunes. Par contre, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quand, comment, ça c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui de partir sur des systèmes qui sont un peu plus privés ?
J'ai envie de dire oui et non. Si on prend mon exemple, oui, aujourd'hui, moi, je pourrais m'élancer seul, je pourrais trouver des partenaires qui m'accompagneraient et qui me paieraient une grosse partie de ces structures, qui représentent quand même des centaines de milliers d'euros. Hein. Rien que pour un athlète comme moi, c'est des centaines de milliers d'euros entre les entraîneurs, les déplacements. Et si on veut être un athlète qui est performant, il y a 6 personnes qui m'entourent aujourd'hui. Donc du coup, il faut payer ces 6 personnes, il faut payer leurs déplacements, il faut payer bien entendu les billets d'avion aussi. Donc ce qui fait que c'est quand même des centaines de milliers d'euros. Moi, j'arriverai à trouver de l'argent ou des sponsors pour financer ça. Par contre, si on prend l'exemple d'un athlète qui est en Coupe du Monde, mais qui ne fait pas des podiums tous les week-ends, qui du coup aurait probablement plus de difficultés à trouver des partenaires qui seraient prêts à les suivre dans ces projets-là. Certes, ils ne demanderaient peut-être pas autant d'argent, parce que leur projet, dans un premier temps, serait peut-être un peu plus petit, mais demanderait, quoi qu'il en soit, un gros investissement. Et je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à trouver des partenaires suffisants. Donc du coup, j'ai envie de dire que la fédération, elle reste extrêmement importante. Je pense que la fédération, à mon sens, aujourd'hui, elle peut encore rester présente, mais elle se doit d'évoluer. Peut-être plus à l'image de ce que fait aujourd'hui le football, le rugby, donc des fédérations qui ne sont plus des associations, mais qui sont finalement des entreprises et qui doivent aussi générer de l'argent, ne plus dépendre des collectivités, ne plus dépendre du ministère des Sports, mais qui doivent trouver des financements qui sont plus privés, parce qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité de devenir plus une association, mais finalement une forme d'entreprise qui doit du coup générer des bénéfices. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, on peut l'applaudir. Il a pris sur son temps, déjà pour la carrière, mais aussi pour le temps là.